Je vous remercie, Monsieur Djarasouba, pour l'occasion que vous nous donnez à la Commission électorale indépendante que j'ai l'honneur de représenter ce soir, de pouvoir, peut-être avec ces débats qui vont s'amorcer, clarifier, sinon lever certaines équivoques concernant la révision de la liste électorale. Avant de répondre à votre question, je dois quand même rappeler que nous sommes actuellement dans un contexte où la Commission électorale indépendante est très occupée à dérouler la révision de la liste électorale qui a été entamée en octobre 2024. Cette révision de la liste électorale va respecter un chronogramme, lequel chronogramme a été approuvé par tous les partis politiques en présence et qui va se dérouler jusqu'au mois de juin 2025. Vous comprendrez donc que actuellement, la Commission électorale n'a pas fini de poursuivre la révision de la liste électorale entamée. Nous avons procédé du 19 octobre 2024 au 17 novembre 2024 à la collecte des données. À la suite de cette collecte des données, nous sommes en train de faire le traitement en interne de ces données en vue de la publication de la liste provisoire. La liste provisoire, avec les travaux que nous sommes en train de faire, ne pourra être publiée pas avant entre le 17 et le 23 mars. Après la publication de cette liste provisoire, nous ouvrons ainsi le contentieux de la liste électorale. Lequel contentieux, il faut se rappeler, comprend deux phases. Une première phase qui est administrative, c'est-à-dire que les réclamations que les électeurs peuvent porter se font directement devant la commission électorale, laquelle examine les réclamations et rend une décision sur ces réclamations. Et ces décisions de la commission électorale qui seront prises donc sur le contentieux administratif peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, c'est-à-dire le président du tribunal des zones concernées. Ce contentieux va donner lieu logiquement à des décisions et ces décisions doivent être intégrées dans un travail qu'on refait à nouveau sur la liste provisoire, intégrant les réclamations qui ont été faites, intégrant les différentes listes reçues par des différents ministères concernés pour la radiation des personnes décédées, ainsi que celle des personnes ayant perdu leurs droits civiques. Tout cela, vous le voyez, c'est une masse de travail que nous abattons, qui va aboutir à la mi-juin 2025, à la publication de la liste électorale définitive. Sachant que la liste électorale définitive doit être mise à disposition pour que commence le processus de parrainage, puisqu'il s'agit le 25 octobre prochain d'élections présidentielles et qu'il faut permettre aux candidats de recueillir les différents parrainages sur l'ensemble du territoire. Vous voyez que nous sommes dans un processus qui est long et peu enclin, a priori, on va le dire, à parler d'une nouvelle révision électorale pour répondre à votre question en 2025. Nous sommes en 2025 en train de poursuivre des opérations de révision de liste électorale. C'est pourquoi nous ne comprenons pas l'acharnement de certains partis d'opposition à réclamer une révision pendant que nous sommes en train d'en terminer une. En 2015 et en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale. Nous sommes en 2025 en train de dérouler la révision de la liste électorale entamée en 2024. Ça revient, si on veut donner écho à la revendication des partis d'opposition, ça revient à faire deux révisions de la liste électorale en même temps, qui vont se juxtaposer. Donc, il est naturel que nous disions, c'est pas possible, c'est pas sage, c'est pas possible, sachant que les précédentes révisions auxquelles vous faites référence ont donné lieu à tellement de critiques de la part des partis politiques
que cette fois-ci, nous nous sommes vraiment donné le temps de sortir une liste qui soit crédible, le plus fiable possible. Nous avons travaillé les dernières années avec la même ardeur, mais face aux critiques dont nous sommes obligés de tenir compte. Nous sommes partenaires avec les acteurs politiques. Nous prenons en compte leurs critiques. Et c'est parce que nous prenons en compte justement leurs critiques que nous avons décidé pour cette RLE de 2024 de nous appesantir sur les points qui ont été jugés faibles par les partis politiques pour les précédentes de la liste électorale. Ceci nous a amené à mettre en place un calendrier qui nous demande beaucoup plus de temps pour pouvoir procéder de la meilleure façon, dans les meilleures conditions, aux corrections nécessaires. Parce que n'oublions pas que le but de la révision de la liste électorale, c'est de mettre à jour les données du corps électoral et c'est l'occasion également de corriger certaines imperfections. Et c'est la correction de ces imperfections-là qui nous amène à demander plus de temps pour le faire. Et je rappelle d'ailleurs que cette liste électorale, ce chronogramme que nous avons mis en place, que nous sommes en train de dérouler, nous l'avons fait d'accord avec les partis politiques en présence. Je crois comprendre qu'ils ne recusent pas ce calendrier. Il a été adopté d'accord parti. Ce qu'ils nous demandent, c'est, pendant que nous sommes en train de faire la révision pour laquelle ils sont d'accord sur le chronogramme, qu'on introduise une nouvelle révision de la liste électorale, qui celle-là serait donc de la révision de la liste 2025. Mais s'il s'agissait simplement de réclamer cette révision de la liste électorale, on n'aurait pas de problème au niveau de la commission électorale, puisque la loi qui nous oblige à réviser annuellement la liste électorale ne nous donne pas de timing pour cette liste électorale. Il est simplement dit qu'on doit faire la liste annuellement. Et donc, nous, on s'était tranquillement dit qu'on prenait le temps de faire la révision entamée en 2024. On la terminait en 2025, en juin 2025, pour pouvoir permettre, comme je disais tantôt, la mise en place des parrainages. Et nous organisions l'élection du 25 octobre 2025. Et après quoi, nous aviserions pour savoir si on pouvait mettre en route tranquillement la révision de la liste électorale, sachant que le cycle électoral, M. Djarasouba, il comprend 5 élections. Je peux comprendre que l'élection présidentielle comprend des enjeux vraiment importants. Mais un cycle électoral est celui qui s'est ouvert, qui nous a permis d'entamer justement la révision de la liste électorale, comprend 5 élections. C'est pour ça que nous disons que nous pouvons tranquillement, sur la base d'une nouvelle révision de la liste électorale, procéder pour le reste des autres élections. Maintenant, nous sommes, comme je le dis, partenaires avec les partis politiques. On entend les réclamations qui sont faites. Ils nous disent, on a beaucoup d'électeurs potentiels qui ont leurs pièces, ou sont en passe d'avoir leurs pièces, et naturellement, on voudrait que ces personnes puissent participer au scrutin de la présidentielle. Mais en même temps, nous, commission électorale, comme je disais, nous organisons la révision de la liste électorale en vue de l'organisation de ces scrutins-là. Et il s'agit d'un processus qui connaît plusieurs phases. Ça ne se fait pas rapidement. Et il y a une chose qu'il faut quand même retenir et qui est d'importance. Nous avons tellement entendu les revendications des partis d'opposition que nous avons innové d'ailleurs en matière de révision de la liste électorale. En faisant quoi? On a permis aux mineurs qui n'avaient pas encore 18 ans au moment de la collecte des données, parce que je rappelle que l'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être ivoirien, avoir 18 ans révolus et jouir de ses droits civiques, de tous ses droits civiques. Ça veut dire, en clair, qu'au moment où nous commençons la collecte des données, tous les requérants qui se présentent devant nous doivent nécessairement remplir ces conditions, c'est-à-dire
au moins la condition de l'âge des 18 ans révolus. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons permis aux requérants qui devaient avoir 18 ans révolus au 28 février 2025 de s'inscrire par anticipation. Tout ça, c'est pour permettre le maximum d'enrôlement. Et ça, personne n'en parle. C'est comme une lettre à la poste. Donc vous avez anticipé. C'est inédit et nous avons anticipé. Et ça concerne toute une frange donc, de personnes qui sont nées qui auront 18 ans le 28 février 2025. Ces personnes-là ont été enrôlées. Très bien. Je vous rassure, la commission électorale est la dernière à vouloir justement créer des troubles. Nous travaillons mieux quand l'environnement est serein. Donc je vous rassure là-dessus. Et puis je veux aussi vous rassurer concernant la légalité des premiers actes que nous avons entrepris, à savoir la collecte des données. Vous me dites, la collecte des données de personnes non encore majeures est illégale. En gros, c'est ça. Et moi, je vous réponds que ce n'est absolument pas illégal d'enrôler des mineurs quand on fait la collecte des données. Ce qui serait illégal, c'est d'avoir sur la liste provisoire des personnes mineures. Qu'est-ce que nous avons fait? L'enrôlement, si vous regardez les textes, n'est pas soumis à une condition d'âge. Aucun texte dans le code, aucun article du code électoral, ni des autres textes qui encadrent l'activité de la commission électorale, n'impose une limite d'âge pour l'enrôlement des requérants. Et c'est sur cette base-là que nous nous sommes dit, pour permettre, parce que le but quand même, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de faire enrôler des personnes qui, au moment de la publication de la liste électorale, auront acquis l'âge de la majorité. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement anticipé en toute légalité, parce qu'il faut faire une distinction, et je crois que c'est là la confusion qui vous fait craindre l'illégalité. Il faut faire la distinction entre l'enrôlement et l'inscription sur la liste provisoire. La phase d'enrôlement, qui est une phase de recueil des données, n'a pas de condition d'âge. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris les personnes mineures parce qu'ils devaient passer majeurs donc, au moment de la publication de la liste provisoire. Nous les avons enrôlés par anticipation, en toute légalité. Et ces personnes, ce sont celles-là qui vont figurer sur la liste provisoire. Et pourquoi nous avons arrêté la date à février, justement? C'est parce que, dans le calendrier que nous avons établi, la liste électorale provisoire devrait être publiée en février-mars. Et nous nous sommes dit, du moment qu'ils sont majeurs, au moment de la publication de cette liste-là, nous sommes parfaitement en accord avec les tests. L'objectif étant de ratisser large. Donc ça, sur ce point, je vous rassure, il n'y a aucune espèce d'illégalité sur cette pratique. On aurait été pris à défaut si nous nous étions permis d'enrôler des personnes au-delà de 2028 qui attendraient la majorité jusqu'en mars, en mai ou en avril, etc., etc. Parce que, effectivement, la seule obligation que nous avons légalement, c'est d'avoir sur une liste provisoire des personnes majeures. Voilà. Et c'est cette contrainte-là qui nous amène à un certain moment faire des choix. C'est vrai, ces choix-là sont durs, mais à un certain moment, puisque la révision de la liste électorale se fait selon un processus, on est bien obligé de procéder par un choix. Et on a fait le choix qui nous paraissait le plus loin possible, permettant de ratisser le plus loin possible jusqu'à la publication de la liste électorale. Ça, c'est de la liste provisoire. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous nous dites, oui, vous ne voulez pas faire la révision parce que, alors que vous avez parlé de la Constitution, ce n'est pas la Constitution qui nous oblige à faire la révision annuelle, c'est le code électoral, je le dis en passant. Vous nous dites que c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Nous n'avons jamais dénié cela. Et nous,
notre souhait, c'est de nous atteler le plus possible à appliquer ce texte-là. Il se trouve que sur le terrain, monsieur, c'est difficile de faire une révision annuellement. Ça prendrait peut-être du temps de vous l'expliquer, mais croyez-moi, faire une révision annuellement en n'ayant pas la possibilité de faire le basculement comme ça se fait dans certains pays. Parce que vous remarquerez que les pays qui font la révision annuelle, ce sont des États où le basculement des personnes mineures se fait automatiquement. Vous imaginez bien que si le basculement était possible, nous serions les premiers. D'ailleurs, c'est nous qui avons proposé cela en arrivant en 2019. Dès que nous avons proposé ça, ça a été une levée de bois vert de tous les partis d'opposition en nous disant non, 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 c'est l'occasion de tricher. Alors que notre seul souci, c'était d'être efficace, justement. Et nous avons en cela approché l'ONECI, qui est l'organisme en charge de la mise en place de l'état civil ivoirien. L'ONECI était parfaitement ouvert à cette possibilité. Il se trouve simplement que, d'un point de vue pratique, technique, ça n'a pas pu se faire. On a été les premiers à le déplorer. Mais les États, je répète, les États qui font les révisions annuelles sont des États qui ont le basculement automatique. Ça facilite énormément les choses. À ce moment, il faut changer peut-être le code électoral. Alors, justement, j'en viens. Je suis tentée de dire qu'on n'a pas attendu les revendications des partis politiques. Nous avons, dès que nous nous sommes aperçus, parce que nous avons commencé en 2019, notre mandat, et en 2020, à la pratique, nous nous sommes rendus compte de la difficulté en tenant compte de l'environnement particulier ivoirien, de l'état civil ivoirien. Nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas faisable. Et nous avons proposé des amendements, un amendement normalement pour ce texte-là. Parce que nous avons trouvé plus réaliste de pouvoir le faire. Vous avez proposé l'amendement en quelle année? Non, non, nous avons rédigé un projet d'amendement qui, pour faire la révision tous les 2 ans. Parce que dans la pratique, nous nous sommes rendus compte que la révision, nous la faisons toujours à cheval sur 2 ans. Et donc, je comprends que le gouvernement refuse, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je dis. Nous nous sommes donné le temps aussi de mûrir ce projet d'amendement. Nous avons fait la première révision en 2020 et nous nous sommes dit, on attend la prochaine révision. Si on a les mêmes difficultés à ce moment-là, il va s'imposer nécessairement cet amendement. C'était juste pour répondre à M. Djarasouba que nous disons qu'en l'état actuel de l'état civil de Côte d'Ivoire, il est quasiment impossible de faire une révision annuelle de la liste électorale. C'est tout ce que nous disons à ce stade-là. Les difficultés que nous avons pour réaliser la révision de la liste électorale annuellement, ce ne sont pas des difficultés financières. À aucun moment, la commission électorale n'a dit qu'elle ne disposait pas des fonds suffisants pour faire la révision annuelle. Nous disons qu'à la pratique, c'est un travail de terrain. Nous sommes des experts en matière électorale. Nous savons, parce que nous l'éprouvons chaque jour, les difficultés rencontrées sur le terrain à mettre en place cet article. Et c'est pour ça que nous disons qu'il aurait été plus réaliste en rapport avec le terrain de proposer une révision tous les 2 ans, jusqu'à ce que nous soyons capables de faire le basculement, auquel cas, il n'y a aucun souci. Mais il arrive qu'il y ait des textes qui ne soient pas parfaitement en adéquation avec la réalité du terrain. Et pour ce texte en particulier, c'est le cas. Pour terminer, il faut aussi qu'on apprenne à si j'ose dire, se libérer de cette contrainte qui veut qu'on pense que faire la révision de la liste électorale, c'est dans le but des élections tout de suite. Non. Que dit le texte? Le texte demande la révision de la liste électorale et qualifie cette révision de la liste électorale de mise à jour. Il s'agit d'une simple mise à jour administrative. Elle n'est pas nécessairement liée à la tenue d'élections. La preuve, si elle était liée à la tenue d'élections, nous ne faisons pas une élection chaque année. Le texte, le législateur, parce qu'il faut aussi voir, quand on regarde les textes, il faut voir quel est l'esprit du texte.
Le législateur, s'il avait voulu lier la mise à jour du corps électoral à la tenue d'élections, ben, il n'aurait pas prescrit la révision chaque année. Nous ne faisons pas d'élections chaque année. Ce n'est qu'une mise à jour administrative. Il faut qu'on se le dise et il faut qu'on l'accepte aussi, plutôt que de faire des procès d'intention à la commission électorale. Nous disons que ailleurs d'ailleurs, où ça se fait de façon administrative, les gens ne sont même pas... ça se fait vraiment comme une lettre à la poste. Et c'est l'esprit de la révision de la liste électorale. Je ne peux pas laisser dire que la commission électorale est à la solde du gouvernement parce que la commission ne veut pas faire la révision de la liste électorale. Je vous répète que c'est nous qui sommes sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, c'est à nous qu'il est confié l'organisation des élections. Est-ce que c'est la CEI qui décide de faire ou de ne pas faire? Mais c'est la CEI qui dit qu'elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Et je vais même plus loin, monsieur. Vous savez que nous disons que nous ne pouvons pas le faire. On a répondu donc aux doléances, aux souhaits, je vais dire ça comme ça, au plaidoyer de l'opposition notamment. De l'opposition. Mais nous sommes une commission qui travaillons dans un cadre bien cadré, si j'ose dire. C'est le texte, mais c'est aussi les accords politiques. Alors moi, je vais vous faire une suggestion. Nous disons que nous ne pouvons pas, pour des contraintes de calendrier liées au texte lui-même avec lequel nous travaillons. Si les hommes politiques s'accordent sur un dialogue pour nous autoriser à écarter les textes, parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Quand nous disons que nous ne pouvons pas faire une révision de la liste électorale avant octobre, c'est parce qu'il y a des contraintes. Il ne faut pas oublier qu'il y a le parrainage en 2015 auquel vous faites allusion. Il n'y avait pas de parrainage en 2015, monsieur. En 2020, il y en avait. En 2020, il y en avait. Mais en 2020, nous avons fait le parrainage, vous savez comment? Sur la base de la liste électorale provisoire. Parce que justement, parce que le timing ne permettait pas d'attendre d'avoir la liste définitive. Nous l'avons fait sur la base de la liste provisoire. Et les mêmes partis politiques nous ont fait le reproche, après, d'avoir fait prendre des risques en faisant le parrainage avec la liste électorale. Parce que quelqu'un qui est sur la liste provisoire peut ne pas se retrouver sur la liste définitive. Ça, en 2020, on oublie de le dire. On l'a fait. Et là, dans toutes les simulations qu'on a faites, pour être complète sur le sujet, pour répondre encore aux attentes de nos concitoyens, dans toutes les simulations que nous avons faites, pour pouvoir faire une RLE, une deuxième RLE avant les élections de du 25 octobre, dans toutes les simulations, je dis bien, avec nos experts techniciens, il n'est pas possible de le faire autrement que sur la base d'une liste électorale provisoire. Pendant la phase du contentieux, c'est exclu complètement du fait du mode opératoire. Vous ne pouvez pas arriver au contentieux si vous n'êtes pas passé par la case enrôlement. Parce qu'autrement, ça serait un double enrôlement. Vous venez au contentieux après, justement, la collecte des données, dès que nous affichons la liste électorale. Parce que, pourquoi c'est le départ, justement, du contentieux? Quand nous affichons la liste électorale provisoire, ceux-mêmes qui ne sont pas venus pour se faire enrôler doivent venir vérifier s'ils y sont toujours. Ceux-là, il s'agit de simple vérification de leur présence, parce qu'il peut y avoir des omissions, et ces cas-là de contentieux sont des cas qui sont isolés. Des personnes qui étaient sur la liste électorale, normalement, qui n'ont pas fait de modification, qui n'ont pas demandé de modification dans leur statut, dans leurs données personnelles, qui devaient normalement se retrouver sur la liste électorale. À l'affichage de la liste provisoire, il se trouve que leur nom n'y est pas. C'est une simple erreur d'omission qui peut être corrigée dans le cadre du contentieux. À part cette exception, les personnes qui viennent en réclamation sont des personnes qui viennent parce qu'elles sont venues à la phase d'enrôlement pour se faire enrôler. Je suis venue me faire enrôler. Je me rends compte que je ne suis pas sur la liste. Alors que je remplis toutes les conditions, j'ai donné toutes les pièces requises. Je suis venue demander une modification de mon patronyme. J'ai apporté les pièces justificatives et
je me rends compte que on n'en a pas été tenu compte à la publication, par exemple, de la liste provisoire. Mon nom est toujours écrit de la même façon, ou j'ai changé d'adresse et c'est mon ancienne adresse qui figure encore. Donc, on n'a pas pris en compte ma requête. Je suis venue demander la radiation d'une personne proche décédée. J'ai déposé les justificatifs de son décès et j'arrive pour constater sur la liste électorale provisoire que le nom de cette personne y figure encore. Alors, je viens au contentieux pour ça. Voilà les cas d'ouverture du contentieux. Nous avons dit que les partis politiques étaient d'accord avec le chronogramme de la RLE de 2024 qui est interne. En fait, le chronogramme, il va jusqu'au mois de juin. D'accord? Ah, d'accord. Et ça, c'est su par les partis politiques? Oui, juin? c'est su par les partis politiques qu'on commence l'enrôlement au 19 octobre pour finir, pour publier en juin 2025. Et ils étaient d'accord avec ça? Ils étaient d'accord avec ce chronogramme-là. Okay. Et c'est là où on est un peu embêté parce que de toute façon, à chacune des activités que nous menons, comme je le disais tantôt, nous associons nos partenaires. Et c'est d'accord avec eux. La preuve, c'est que, cela vous a été rappelé tout à l'heure, nous avons voulu initialement commencer la révision en juin 2024. Les partis politiques nous ont dit qu'en juin 2024, il pleuvait et que les élèves... Tous les partis politiques ou bien les partis d'opposition? L'ensemble des partis politiques. L'ensemble des partis politiques. Est-ce qu'il y a des documents qui font foi des procès-verbaux? Parce que les partis politiques pourraient dire on ne se reconnaît pas dans ces déclarations de la CEI. Quand nous faisons nos réunions, ce sont des réunions qui sont sûres. Parce que nous faisons des réunions, nous ne recevons pas les partis un à un, nous recevons l'ensemble. Et quand je disais tantôt, d'ailleurs, qu'il ne s'agissait pas uniquement des partis politiques, nous associons aussi la société civile, tous les acteurs, toutes les parties prenantes au processus. Parce qu'il faut que ça soit consensuel, bien entendu, pour que ça fonctionne. Et nous, notre travail va consister justement à aller interroger les partis politiques sur la raison du fait qu'ils aient donné leur accord pour ce chronogramme et pourquoi aujourd'hui ils souhaitent changer les choses. Alors moi, je vais vous répondre peut-être avant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient d'accord, mais ils avaient, eux, en tête qu'une fois ça fini, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, on pouvait très bien entamer une nouvelle opération. Donc, ils ne sont pas en train de contester le chronogramme présent. Ce qu'ils disent, c'est que ce chronogramme-là peut coexister avec un nouveau programme. Mais raisonnablement, ça finissait en juin, évidemment. Mais oui, bon, ça finissait en juin. Mais c'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Nous, quand ils nous ont approchés, qu'ils ont émis ce souhait-là de cette deuxième RLE en 2025, nous avons vu avec la faisabilité, avec nos techniciens, et nous vous disons que ce n'est pas possible de le faire sans violer le même code. D'accord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Augustin Couillot, c'est vous qui... On ne pourra pas travailler sur la base de la liste définitive. On vous a bien compris. Avec la liste provisoire. On vous a bien compris. Augustin... Ce n'est pas ce que j'ai dit encore une fois. Nous avons déroulé le programme de la RLE de 2024 qui se terminait en 2025, en juin 2025. Nous sommes d'accord dessus avec les partis politiques. Maintenant, contre toute attente, puisqu'on ne sait pas quelque chose qu'on a discuté au préalable avec les partis politiques, nous recevons une demande de faire une RLE en même temps que celle qui est en cours. Ça n'a pas été discuté ni arrêté. Question indiscrète. Est-ce que les partis ont donné des périodes pour... Ah oui, parce que dans les propositions qui ont été faites, la première, c'est de commencer l'enrôlement pour la RLE 2025 au mois de mars, là. Au moment où nous apprêtons à afficher la liste provisoire. C'est écrit noir sur blanc. On doit commencer la révision de la liste électorale 2025, la collecte donc des données, au mois de mars. Pour paraphraser ça a été proposé, écrit. Pour paraphraser le propos d'Augustin Couillot, est-ce que vous êtes tombé d'accord avec les partis politiques de l'opposition pour que le chronogramme s'étende, toutes les étapes que vous avez citées, hein, le contentieux, l'affichage de la liste provisoire, la liste définitive et tout le reste, pour que cela prenne fin en juin 2025, et vous êtes tombé d'accord qu'il n'y aurait pas de révision en 2025. C'est ça sa question. Et je dis non. D'accord, très bien. Je dis non. La preuve, nous avons même fait des séances de sensibilisation au mois de juin et au mois d'octobre sur toute l'étendue du territoire national pour annoncer cette RLE qui devait débuter au mois d'octobre.
Et à cette occasion, nous avons distribué ce programme à toutes les parties prenantes à ces sensibilisations, c'est-à-dire toutes les couches socio-professionnelles, y compris les représentants des partis. Nous avons distribué ce programme prévisionnel, puisqu'en fait, il n'était encore que prévisionnel, bien entendu. Très bien. Depuis le mois de juin 2024. Je rebondis justement. Effectivement, nous sommes en droit, effectivement, tous de nous interroger. Et pourquoi certains de nos concitoyens, 4 500 000 encore, sont encore pas inscrits sur la liste électorale. Si on veut même extrapoler en enlevant ceux qui viennent juste d'accéder à la majorité, donc qui ne sont pas concernés, quid de tous ceux qui ont la majorité depuis longtemps et qui ne sont pas sur la liste? C'est là où nous sommes tous acteurs du système électoral, interpellés. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à susciter l'intérêt des jeunes, principalement, parce que c'est ceux-là qui sont attendus, et des moins jeunes qui sont encore absents de la liste électorale? Nous devons nous interroger, mais nous devons nous interroger de façon sincère et de façon constructive, et ne pas jeter la pierre à X, Y, les mêmes politiciens qui ont mis en place cette CEI pour faire son travail, sont ceux-là même qui passent leur temps à la pourfendre, qui passent leur temps à la discréditer. Et qui ont des représentants au sein de et qui ont des représentants qui siègent. Et je vous dis que je suis ici en train de parler au nom de la commission électorale, soutenu en cela par tous mes collègues, mes 18 collègues. Donc, ces gens-là qui, à longueur de journée, passent leur temps à essayer de discréditer le travail que nous faisons, au lieu de chercher à trouver les vraies raisons de ce manque d'intérêt. Mais moi, j'ai une idée là-dessus. Je ne suis pas allée loin pour chercher l'idée. Hein. En premier lieu, je me suis référée à une émission que vous avez faite ici, M. Djarasouba. Dites-nous. Le 10 novembre 2024, avec les jeunes. J'ai trouvé cette émission formidable, je l'ai suivie. Merci. Et je me suis amusée, enfin, je me suis plu à relire cette émission. Mais les jeunes nous ont dit pourquoi ils ne viennent pas. Si vous me permettez, je vais lire, parce que j'ai pris la peine d'écrire 10 seulement de leurs revendications. Pour que... Vous avez... Alors, en gros, pour faire court... Bon, vous avez une minute, allez-y. Pour faire court... Allez-y. Pour faire court, ce que les jeunes nous disent, ils veulent... Alors, premièrement, ils veulent tout simplement, et c'est leur droit le plus absolu, des élections avec zéro violence. Et c'est les jeunes sur ce plateau qui l'ont dit. Ensuite, ils ont dit... Ils veulent des hommes politiques dans lesquels ils s'identifient. S'il vous plaît. Ils s'identifient autour des valeurs républicaines, par le respect des institutions de ce pays. Ils veulent des discours d'hommes politiques, ils ne veulent plus des discours d'hommes politiques empreints de violence et de dénigrement des uns des autres. Ils veulent le respect des jeunes. Ils veulent qu'on les respecte et qu'on ne les utilise pas comme bétail électoral. Ensemble, ils veulent que la politique se pratique sous nos cieux d'une autre manière. Autrement. Avec une moralité. C'est cela. Dans la moralité. C'est cela. Et ils ont, en gros, c'est ce qu'ils nous ont demandé. Mais que nous est-il donné de voir ces jours-ci, messieurs? On est tous concernés. Quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est nauséabond. C'est nauséabond. On va refaire notre sujet. C'est nauséabond. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là les raisons qui font que les jeunes tournent le dos, tout simplement? On aura beau faire 10 ou 20 RLE, ils ne sont pas intéressés, tout simplement. Très bien. Voilà. Je suis bien obligé.